Toute la rue s'était figée quand la Mercedes noire s'était arrêtée devant les grilles du manoir. Les gens avaient posé leurs sacs, leurs chiens, leurs conversations, comme si un rideau invisible venait de tomber. À la vue de la silhouette argentée qui descendait de la voiture, certains avaient retenu leur souffle. La protagoniste avait 85 ans, héritière d'une dynastie de parfumerie et connue sous le nom de Claire Beaumont. Le jeune homme avait 25 ans, Lucas Martin, sourire affable et regard qui cherchait la caméra quand il le fallait. Les azurs du ciel renvoyaient un éclat sur les dorures du portail. Le parfum âpre du jasmin du jardin s'était mêlé à une odeur de cire neuve. Et les talons de Claire claquaient sur les dalles comme un métronome. On murmurait parmi les voisins. Aline Roche avait dit « c'est une folie ». Marc le marchand a juste haussé les épaules. Jean Morel, le majordome, avait baissé les yeux. Sophie Garnier, la journaliste, observait en silence avec son carnet. Était-ce de l'amour ou une chasse à l'héritage ? Chuchotait l'une. N'est-ce pas une fraude ? Soufflait l'autre. Mais ceux qui allaient suivre échappaient à toutes les suppositions. Promesse romanesque allait se transformer en preuve froide. Et la ville se préparerait à juger. Restés jusqu'au bout, les enregistrements, les messages et le procès qui en a résulté seront dévoilés. La honte se lisait déjà sur certains visages, la colère grondait et la sensation de trahison flottait comme un nuage lourd au-dessus des grilles. Et la possibilité d'une procédure judiciaire était nommée dès la première heure, testament contesté et plainte pour extorsion en perspective. La cérémonie avait semblé tout droit sortie d'une chronique mondaine. Les invités étaient venus en robe de soie et en costume sur mesure, on avait servi des coupes de champagne qui pétillaient sous des lumières chaudes, et la lie de conversation flottait comme un voile. Claire, casque d'argent, portait un manteau de cachemire ivoire, ses doigts tremblaient à peine quand elle serrait la main du jeune homme. Lucas, en costume bleu clair, avait un geste d'attention calculé. Il ouvrait la porte, poussait une chaise, souriait toujours au bon moment. La musique était feutrée et le piano semblait rattraper le secret qui s'installait. À table, un dialogue s'ouvrit entre Claire et Lucas. Il y eut 10 rondes de paroles où la jeunesse vantait la liberté et la sagesse rappelait la précaution. « Je veux prendre soin de vous », disait Lucas en penchant la tête. « Je ne veux pas d'une vie de retrait », répondait Claire avec un sourire tremblant. Les discussions en coulisses se succédaient. Maître Hélène Durand, avocate habituée des successions, observait d'un œil professionnel. Marc le marchand feignait la joie et annotait mentalement les placements potentiels du testament. Aline prononça que c'était émouvant. Jean alluma une dernière bougie. Les sens se multipliaient. Le goût du caviar sur des langues expertes, la texture rugueuse des nappes de lin, le rouge profond des lèvres d'une invitée, le son étouffé d'une larme qui roulait sur une joue, l'éclat des diamants qui se reflétaient sur les verres. Une inquiétude subtile s'était installée, un mot glissé sur un téléphone, une photo prise à la sauvette, une remarque à moitié entendue, des indices minuscules mais visibles. Les semaines suivantes avaient été un tissage de désillusions et d'abus émotionnels. L'illusion de la tendresse s'était fissurée sous des remarques humiliantes, des silences calculés et des exigences financières masquées en demande d'attention. Les conversations domestiques prirent la forme de querelles à voix basse, puis d'éclats plus vifs, et la voix de Claire, autrefois posée et assurée, se brisa plus d'une fois quand des souvenirs d'un amour passé revenaient. « Tu m'accuses de vieillesse » avait dit Claire une nuit en laissant tomber la coupe. « Tu me parles comme si j'étais délirante » avait répondu Lucas avec un haussement d'épaules qui sonnait comme un verdict. Entre eux, 10 dialogues s'étirèrent, faits de promesses non tenues et de paroles tranchantes. La douleur s'exprimait aussi en actes, des cadeaux retirés, des rendez-vous manqués, des documents déplacés. La réaction du cercle social se manifesta. Sophie Garnier publiait des photos flatteuses, mais derrière la caméra, elle notait des signes d'épuisement. Marc commença à recevoir des factures étranges. La cousine Nathalie tenta de raisonner Claire sans succès. Jean, le majordome, raconta un incident où Lucas avait claqué la porte si fort que les verres avaient tremblé. Les sensations étaient souvent physiques. Un parfum différent imprégnait le manoir les matins où Lucas rentrait tard. Les draps portaient une odeur d'huile à barbe. Un café renversé laissait une auréole qui ne partait pas. Les doigts de Claire effleuraient la lisière d'un document et s'arrêtaient. Le vent faisait claquer les rideaux comme des pages tournées.
La souffrance avait un rythme précis et la ville commençait à voir les fissures. La suspicion germa à l'intérieur de la maison comme une plante toxique. Un employé, Jean Morel, observateur silencieux depuis 30 ans, avait senti que quelque chose n'allait pas quand une pochette contenant des documents anciens disparut de son tiroir. Il y eut 10 échanges entre Jean et Claire, entre Claire et Maître Durand, où la confiance se remettait en jeu et où des accusations voilées se transformaient en doutes concrets. Aline, la voisine, rapporta des allées et venues nocturnes. Marc reçut des demandes de prêt de la part d'adresses inconnues. Et Sophie posa la question à voix haute. Pourquoi a-t-on vu Lucas entrer dans le bureau à des heures tardives? Les descriptions sensorielles se multiplièrent. La serrure qui grinçait, l'odeur de tabac malgré l'interdiction, la texture froide du papier d'une lettre trouvée dans la boîte aux lettres, le goût métallique du thé que Claire avalait en pensant, le son distant d'un message vocal laissé par une voix inconnue. Rapidement, des caméras de surveillance furent installées après que Maître Durand eut recommandé la prudence. La pose des appareils fut documentée, l'angle des objectifs discuté et la chaîne de conservation des images fut expliquée. Description technique pour procédure. Les images devaient être horodatées, signées électroniquement, stockées sur un serveur sécurisé et gravées sur des disques dont l'intégrité pouvait être vérifiée par empreinte cryptographique. Cette étape de vigilance transforma l'intuition en matériau brut. La construction d'un dossier de preuve prit forme comme une entreprise méticuleuse. Maître Hélène Durand convoqua Claire, Jean, Aline, Marc, l'inspecteur Romain Lefebvre et le docteur Pierre Lemaire pour établir les faits. On avait des messages écrits, des captures d'écran, des enregistrements vocaux et bientôt une boîte pleine de reçus qui ne correspondaient pas au compte de la maison. Il y eut 10 échanges serrés dans une série de réunions où chacun apportait une pièce du puzzle et où les altérations furent dévoilées. Les descriptions sensorielles se faisaient plus nettes. Le papier jauni d'un vieux testament, l'odeur d'encre fraîche sur une copie d'acte, le cliquetis d'un clavier quand on imprimait, la sensation rugueuse d'une empreinte digitale relevée sur une lettre, le goût amer de la vérité quand elle s'imposait. Sur le plan technique, l'avocate décrivit la procédure pour authentifier un document. Expertise graphologique, comparaison d'encre par chromatographie, analyse d'empreintes digitales et géolocalisation des envois électroniques. Ces descriptions techniques furent précises et répétées pour ancrer la crédibilité. Pendant ces semaines, il y eut aussi 10 à 12 dialogues entre Claire et son avocat autour du contenu du testament, des clauses cachées et des possibilités d'injonction conservatoire. Le plan légal fut établi avec patience. Geler certains comptes, demander un mandat de perquisition, récupérer les sauvegardes numériques et engager un expert en cybertestie pour analyser les transactions suspectes. La confrontation prit la forme d'une tentative d'extorsion, l'une des scènes les plus tendues. Lucas tenta d'imposer des ultimatums et d'exiger une renégociation du testament en échange du silence sur des rumeurs qui venaient pourtant de lui. Il y eut 11 dialogues coupants lors d'une soirée où Claire, entourée de fiduciaires et de l'avocate, demanda des explications. « Tu veux plus d'argent » dit Claire d'une voix qui tremblait mais restait ferme. « Je veux être protégée » répliqua Lucas en fronçant les sourcils. Les menaces se firent d'explicites. La tactique était claire, chantage affectif mêlé à menaces financières. Les descriptions sensorielles intensifièrent la scène. Le cliquetis d'un briquet que Lucas faisait tourner, le parfum fort d'un alcool bon marché, la lumière crue d'une lampe qui tombait sur le document contesté, la peau de Claire qui se hérissait, le goût du sel sur ses lèvres quand elle se rendit compte de la trahison. La réaction émotive de la communauté se manifesta. Sophie publia un premier article interrogatif, le hashtag Justice pour Claire commença à circuler, les opinions se polarisèrent. En termes procéduraux, Maître Durand demanda une mise sous séquestre des biens litigieux et expliqua comment déposer une plainte pour extorsion et faux en écriture. Technique juridique, explication concise. La plainte devait détailler les actes, fournir la chaîne de provenance des documents et solliciter des mesures conservatoires en urgence pour éviter la dissipation des actifs. L'armature de la pièce finale se mit en place comme un opéra minutieux. Les alliés de Claire décidèrent de tendre un dîner où Lucas serait confronté par des enregistrements et poussé à avouer. Une caméra dissimulée et un enregistreur vocal furent placés. Des faux documents furent présentés comme tests et des complices jouèrent des scènes préparées. Il y eut 12 échanges précis entre les acteurs de la mise en scène. Claire feignit l'oubli, Lucas plaida le besoin, Jean apporta un plateau, Marc fit une remarque innocente, Aline posa une question qui provoqua.
Les descriptions sensorielles furent nombreuses. La nappe qui grinça sous les plats, l'odeur du potage qui chauffait, les doigts qui pianotaient nerveusement sur la table, le métal froid d'une fourchette, la lumière tamisée qui masquait des regards. Au moment clé, Lucas saisit un document et se mit à rire. On l'entendit dire des phrases qui, captées, sonnaient comme une admission. Les enregistrements furent transcrits, hors datés et présentés à Maître Durand et à l'inspecteur Lefebvre. Description technique forensique. L'enregistrement fut soumis à une expertise audio pour vérifier l'absence de montage. L'authenticité de la voix fut confirmée par comparaison spectrale et la piste fut certifiée avec un rapport de chaîne de garde. Face aux preuves, Lucas tenta de reculer. Il implora et menaça, mais l'étau juridique se referma. Mandat d'arrêt, perquisition, prélèvement d'objets. Cette scène culmina avec l'entrée des policiers qui mirent les menottes. Et la ville fut témoin d'une image difficile à oublier. Une silhouette jeune sortant d'un manoir sous les flashs, une vie arrêtée au milieu d'un repas. La suite fut marquée par un incendie qui raviva les passions, un procès et une réaction publique qui ne s'apaisaient pas. Une nuit, un petit feu avait pris dans l'atelier de parfumerie attenant, déclenchant des alarmes, des pompiers et une enquête sur un possible acte criminel lié aux tensions internes. 3 à 4 paragraphes de tension décrirent la scène. Les flammes léchant des bocaux de parfum, la chaleur qui faisait craquer les fenêtres, l'odeur âcre de plastique brûlé, des mains noircies qui tentaient de sauver la boîte à souvenirs et la peur que tout soit perdu. L'investigation détermina qu'il y avait des preuves d'origine humaine, probablement sabotées pour effacer des documents, et un expert en incendie fut appelé. Technique procédurale, analyse des points d'origine, prélèvement de résidus, examen des câbles et test chromatographique des suies pour déterminer la présence d'accélérants. Au procès, la salle fut remplie, la presse en transe et les débats se succédèrent. Il y eut 10 dialogues entre l'avocate de la défense, l'avocate de Claire, le procureur, le témoin expert et l'accusé, lourd de stratégie et d'attaque. Les preuves audio et vidéo furent projetées, les transcriptions lues et des témoins clés appelés à la barre, parmi eux Jean, qui raconta la manière dont il avait trouvé un reçu brûlé, et Sophie, qui décrivit des changements de comportement public. Le verdict fut attendu comme un coup près. La culpabilité pour extorsion et faux fut retenue. La peine inclut une condamnation à prison avec sursis partiel et une lourde amende et des mesures de restitution furent ordonnées. La réaction sociale fut virulente. #débat, manifestation silencieuse devant le palais de justice, mais aussi message de soutien à Claire. La ville savait désormais que la justice pouvait frapper et que la façade dorée ne garantissait pas l'impunité. L'épilogue raconta 3 moments dans le temps et offrit une fermeture morale et pratique. 1 mois plus tard, Claire avait recouvré une partie de sa tranquillité. Elle marchait lentement dans le jardin, la canne à la main, entourée de proches fidèles comme Aline qui l'aidait à arroser les rosiers, Jean qui lui remettait les clés d'un coffre rendu et Marc qui avait assumé de nouvelles responsabilités. Les médias s'étaient calmés mais n'avaient pas oublié et une forte réflexion civique commençait à émerger. 3 mois après le procès, une fondation fut créée en mémoire de l'affaire, visant à protéger les personnes vulnérables face aux escroqueries affectives, administrée par Maître Durand et présidée par Claire à titre honorifique. Les chiffres des dons furent affichés, le site web fut lancé et la campagne #Protège des aînés gagna en notoriété. 6 mois après, la reconstruction matérielle du manoir était presque achevée, la collection de parfums avait été partiellement restaurée et Claire parlait désormais devant des groupes de soutien, partageant son histoire et conseillant comment repaiser les signaux d'alerte. L'épilogue totalisa des observations, des petites victoires et des blessures encore ouvertes, un ensemble de décisions prises pour transformer la douleur en action. Dans ces temps successifs, la narration fit 3 retours sur le caractère de Claire, sa résilience, sa volonté de transmettre et sa décision de réserver une part de son héritage à l'aide aux victimes. L'impact social fut concret. Une enquête municipale lança des lignes directrices pour la protection des majeurs vulnérables. Des ateliers furent organisés en maisons de retraite et la parole publique changea. Tout au long de cette histoire, les backstories ont expliqué d'où venaient les protagonistes. Claire Beaumont avait grandi dans les jardins parfumés du manoir familial, fille d'un parfumeur qui avait parcouru le monde à la recherche d'essences rares. Elle avait appris très tôt à nommer les fleurs par l'odeur et à considérer le parfum comme mémoire.
Veuve depuis 20 ans, elle avait consacré sa vie à la philanthropie, multipliant les donations, finançant un conservatoire de musique et des bourses d'études. Sa réputation dans la ville était celle d'une femme de goût, de dignité et d'une certaine solitude habitée par de beaux souvenirs. Malgré son âge avancé, Claire conduisait encore parfois, aimait les romans policiers et collectionnait les éventails anciens. Cette biographie, racontée en 3 courts paragraphes, permit de comprendre que sa décision de se remarier n'était pas une preuve de faiblesse, mais un désir profond de compagnie, et que sa vulnérabilité n'autorisait pas l'exploitation. Lucas Martin, le jeune homme, avait pour sa part une histoire faite de contrastes. Enfant d'une banlieue modeste, il avait quitté l'école tôt, multiplié les petits boulots et avait appris l'art de la persuasion dans des bars où il travaillait comme serveur. Charmeur instinctif, il avait tardé dans des promesses non tenues et accumulé des dettes. Sa rencontre avec Claire fut certainement vécue comme un tournant, une chance de sortir de sa condition, mais aussi comme une opportunité qui réveillait des comportements opportunistes. Sa biographie en 3 paragraphes montra comment ses habitudes et ses besoins l'avaient rendu plus susceptible de céder à la tentation d'une expression financière immédiate plutôt que de chercher un chemin honnête. 3 moments de tension marquèrent la conscience collective et furent décrits en détail pour rendre compte de l'intensité. Le premier fut la découverte dans le bureau d'une lettre falsifiée. 2 paragraphes qui racontaient le frisson du papier sous les doigts, l'odeur légèrement âcre de l'encre, la main qui tremble et l'annonce faite à voix basse à l'avocate. Le second fut la confrontation au dîner où la capture audio révéla des aveux partiels. 2 paragraphes dédiés au silence qui suivait la phrase, le verre qui tomba et le regard qui changea. Le troisième fut l'incendie, 2 paragraphes décrivant les flammes qui mangent les bocaux, la sirène au loin et la stupeur devant la perte possible de souvenirs. Chacun de ces moments fut accompagné d'une montée de l'émotion, d'une réaction publique immédiate et d'une intervention judiciaire ou technique, expertise graphologique, analyse spectrale audio, de même que prélèvement de suie par chromatographie pour l'incendie. Ces moments servirent à souligner la gravité et la complexité du dossier. Dans la déroulée, au tiers du récit approximatif, une pause fut prévue pour engager la communauté en ligne. Si vous ressentez de la colère, de l'incompréhension ou de la compassion maintenant, sachez que vous n'êtes pas seul. Des histoires comme celle-ci touchent au fond des gens parce qu'elles montrent la fragilité humaine face au pouvoir de l'argent. Dites-nous en commentaire ce que vous feriez à la place de Claire. Vous confronteriez tout de suite, déposeriez une plainte ou vous consulteriez un avocat avant d'agir. Commencez votre réponse par « Je confronterai » ou « J'enquêterai » pour structurer le fil de discussion. Vos témoignages aident à créer une liste partagée de signaux d'alerte que d'autres pourront consulter. Revenir ici pour lire ces suggestions peut sauver quelqu'un qui vit une situation similaire. Revenons maintenant à l'histoire. Les preuves qui ont été collectées changèrent le cours des choses et révélèrent ce que peu avaient imaginé. Tout au long du procès, des descriptions techniques et procédurales furent exposées avec précision chaque fois qu'elles apparaissaient. On expliqua comment la chaîne de garde des preuves numériques devait être conservée, que les disques furent scellés et horobatés, qu'un rapport d'expertise graphologique comparant les signatures avait pris en compte la pression du trait et le rythme, et que les prélèvements liés à l'incendie furent soumis à GCMS pour détecter des traces d'accélérants. Ces explications, souvent de 250 à 350 caractères, furent répétées pour assurer une compréhension claire des méthodes employées par les experts. Des témoins nommés jouèrent des rôles précis. Inspecteur Romain Lefebvre dirigea les investigations sur la scène, le docteur Pierre Lemaire présenta l'analyse des résidus, maître Hélène Durand organisa les motions préliminaires, Sophie Garnier couvrit l'affaire pour la presse, Jean Morel apporta des éléments matériels, Aline Roche témoigna des allées et venues, Marc Lemarchand fit un inventaire des actifs, Nathalie Girard relayait des appels de solidarité. Chacun de ces personnages contribua avec une action spécifique et fut nommé à de multiples reprises pour ancrer la réalité sociale de l'affaire. Les heures de tribunal furent un théâtre d'attaques et de défenses. Les débats juridiques se succédèrent. L'avocate de la défense argumenta sur la nature supposée consentie des transferts et la probabilité d'une malinterprétation, tandis que Maître Durand pointa des anomalies comptables et des textes signés sous contrainte. Les dialogues furent serrés, parfois acérés, au nombre de 10 à 12 échanges où la cadence montait, la voix du procureur appelait à la gravité, les témoins pleuraient parfois et le public retenait son souffle.
Les sensations dans la salle étaient palpables, le bois poli des bancs, le froissement des dossiers, le murmure lointain des journalistes, l'air climatisé qui sentait l'ozone, le parfum discret de Claire qui restait. Le verdict, rendu après des heures, produisit un mélange complexe de soulagement et d'amertume. La sentence inclut une peine effective partielle, des dommages et intérêts et l'ordre de restitution d'une partie des biens frauduleusement prétendus. Ce résultat entraîna des répercussions publiques, réformes locales proposées pour renforcer la protection des majeurs vulnérables et une couverture médiatique qui transforma Claire en symbole et Lucas en avertissement. La conclusion rappela la perte et les reconquêtes. Claire avait perdu la naïveté et des objets chargés d'histoire, mais avait retrouvé sa dignité, une certaine paix et une nouvelle mission. La conséquence légale fut clairement énoncée: condamnation, restitution et interdiction d'approcher pendant une durée fixée par le tribunal. L'impact social se mesura en création de comités, en ateliers de prévention et en une fondation qui porta son nom pour aider d'autres victimes. Claire parla à la presse, non pas pour la vengeance, mais pour prévenir et instruire. Sa réflexion personnelle montra une femme qui avait appris à transformer la douleur en action, à établir des limites et à faire confiance à une communauté reconstruite autour d'elle. Le texte se termina par un appel discret à l'inscription. Si vous voulez suivre d'autres enquêtes détaillées et apprendre à reconnaître les signes de manipulation, abonnez-vous. Une phrase mémorable conclut l'histoire. La richesse peut acheter bien des choses, mais elle n'achète pas la vérité, et la justice finit souvent par se frayer un chemin, lente mais implacable.